Alors nous commençons là le premier des deux séminaires qui tous les deux abordent le même thème avec des intervenants qui sont à chaque fois très différents. Aujourd'hui, nous avons en invité intervenant Frédéric Pouzin, qui est architecte de formation et directeur du laboratoire de recherche à l'École du paysage à Versailles. Gilles Tiberghien, philosophe, écrivain, intervenant aussi d'ailleurs dans les établissements d'enseignement qui ont à voir avec le paysage, ayant travaillé beaucoup sur la question du land art. Philippe Descola, que je ne présente plus, professeur au Collège de France, anthropologue, professeur à l'EHESS, et qui a bien voulu participer avec nous à ce séminaire aujourd'hui. Alors pourquoi dans un lieu comme celui-ci, alors que tout au départ, j'avais prévu de faire quelque chose dans un jardin, c'est-à-dire l'équivalent d'une visite. C'est évidemment quelque chose qui aurait été la rentrée dans un espace de démonstration de quelque chose qui s'apparente au savoir-faire ou au résultat au bout d'un certain nombre d'années de ce qui a été conçu, imaginé, etc. C'est toujours possible pour chacun de le faire à partir des éléments qui ont été indiqués lors des cours, pour ceux qui sont venus et qui ont eu ces éléments. J'ai renoncé parce que le nombre de personnes à qui on peut parler dans un jardin est réduit. Et je trouvais que demander à un tout petit nombre de se trouver par inscription sur une liste excluant les autres était finalement difficile, pas vraiment non plus dans l'esprit très généreux du Collège de France, donc j'y ai renoncé pour cette raison-là. Ce séminaire est dans ces locaux, mais le suivant sera à l'amphithéâtre Lévi-Strauss du musée du Quai Branly. Là, nous serons entourés par le petit jardin du musée, qui était l'un de ceux que je pensais que l'on pourrait visiter. On pourra aussi éventuellement, après le séminaire, visiter le jardin, mais je ne pourrai pas parler et le commenter à tous. Et donc je ferai un petit commentaire général du jardin avant d'aller dans le lieu pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà donc comment les choses sont prévues. Alors pourquoi cette question-là de confronter la dimension écologique à ces deux thèmes que j'ai traités au cours des deux derniers cours, c'est-à-dire économie et cosmologie? Je ne reviendrai pas dessus puisque le contenu a été développé pendant 1 heure à chaque fois, mais simplement je réévoquerai quelques points. Ce que je veux dire avant de commenter les images, pour nous rafraîchir la mémoire, sur la question de l'économie et de la cosmologie, c'est que, de mon point de vue, ces deux grands registres-là, qui organisent notre vie et notre pensée, mais notre espace, puisque là il est question de paysage, se trouvent aujourd'hui réinterrogés en profondeur par ce que j'appelle, moi, un avènement, quelque chose qui est important, qui survient tout au début du XXe siècle, qui est donc l'écologie, avec ces découvertes, ces prises de conscience qui nous amènent à considérer la Terre comme un espace fini et par conséquent à avoir à ce propos-là, rien que pour la question de la finitude, un certain nombre de gestes complètement différents de ceux que nous avions autrefois, mais comme ça revisite aussi notre manière de nous positionner au monde, c'est-à-dire notre distance ou notre absence de distance à cette nature qui est quelquefois nommée environnement, ou à quelque chose de plus lointain qui est de l'ordre du cosmos. De toutes les façons, ça nous remet aussi en situation de réinterroger cette dimension-là. Et donc ça me paraissait intéressant de les mettre ensemble pour apporter une réflexion dessus. Il est hors de question qu'il y ait des réponses aujourd'hui et dans 8 jours
apporter à ces questions-là, il s'agit d'ouvrir, il s'agit de pistes de recherche et de réflexion. Je suis très heureux à ce sujet qu'il y ait ici la présence d'intervenants dans des écoles d'enseignement, comme celle du paysage de Versailles et d'autres, et en particulier de Frédéric Pouzin, qui est directeur du laboratoire de recherche, puisque, au fond, on peut imaginer qu'à ce propos-là, des étudiants se lanceraient dans des pistes de recherche. Économie, la fabrication du paysage par l'action, plutôt que, si on l'opposait à la question cosmologique, une fabrication du paysage qui n'est, je ne veux pas dire par défaut, parce que ce ne serait pas exactement juste, mais par quelque chose qui ne correspond pas à une action délibérée, sauf construction particulière d'édifices, de rituels, de choses comme ça, mais qui n'ont pas exactement la même capacité à transformer le paysage. Je vais juste remontrer une dizaine d'images, parce que moi je ne veux pas parler longtemps. C'est aux trois invités que je vais céder très rapidement la parole. Rapidement, ce rappel du modèle de convoitise qui fabrique un paysage selon une économie que nous connaissons bien et qui est en souffrance, comme nous le savons bien, à tel point qu'elle est contestée aujourd'hui par tous. Alors, je reprends ce dessin de Piem parce qu'il est très illustratif de cette idée. Le paysage même qui est engendré par ce modèle de convoitise-là est évidemment celui des autoroutes que je ne vous montre pas, puisque vous le connaissez bien, et qu'il est inutile d'apporter cette précision-là. Le paysage qui est entre les mains, disons, de ceux qui ont la plus grande capacité à le modeler a été transformé de façon excessivement profonde, non plus par le principe même du modèle de convoitise, mais par le principe de la conviction de l'importance donnée à la puissance technologique, et ça arrive avec le plan Marshall et avec d'autres plans, disons, décidés également vers le début du XXe siècle, et vous savez à quel point ça a transformé tous nos paysages, avec aussi l'idée que l'on maîtriserait cet espace, y compris la vie, à l'intérieur de cet espace-là, et on sait que maintenant, ces choses-là sont à revisiter complètement. Exemple d'un espace totalement prétendu maîtrisé, à l'exception d'un petit ruisseau. Vous voyez, là, on est dans les champs de canne à sucre de l'île Maurice, dont j'ai longuement parlé, justement à propos de la fabrication d'un paysage par la puissance économique, avec des variations, puisqu'il y avait 5 paysages qui se sont succédés pour des raisons d'accords financiers, de facilitation de transactions, et puis de cessation de ces accords, dits les accords de Lomé à Maurice, comme je vous avais dit. La question de la non-intervention sur le paysage correspondrait-elle à la gratuité ou pas? Je montre ici une image faite par un étudiant l'année dernière. Ça n'est pas complètement certain. En tout cas, ça correspond certainement à quelque chose qui a été, et là on arrive dans le monde du rapport à la vie et à sa complexité, c'est-à-dire finalement dans quelque chose qui touche aux cosmologies, la question même du troc et de l'espace économique considéré comme quelque chose qui est pas complètement sacré, mais parfois qui demande révérence, respect, attention particulière. Là, par exemple, c'est un paysage à la fois sacré par les aborigènes australiens et qui correspond aussi à une économie, avec un émeu, une termitière, un ensemble d'arbres, vers lesquels on ira pour des échanges, prélever des choses qui vont servir, qui servaient, puisque cette économie aujourd'hui n'existe plus. Les aborigènes sont soumis à la nôtre, aussi celle de l'Occident, dans des réserves. Ce n'est pas du tout quelque chose de joyeux, mais ils avaient autrefois, et face à la terre en particulier, un respect très singulier, puisqu'ils ne voulaient pas l'ouvrir, par exemple, pour ne pas la blesser. Donc, ces systèmes-là, j'en ai parlé assez longuement dans la dernière conférence, le dernier cours. Comment un paysage est-il fabriqué, ou comment a-t-il été interprété et devient quelque chose qui est l'emprise totale d'un mythe, d'une croyance, de ce qui nous relie à une dimension immatérielle. Ici, le passé de ce mot, on le sait, c'était le territoire de Gargantua, avant même que Rabelais n'en parle. Il s'agit de quelque chose de bien plus ancien.
et avec le tombeau de Gargamel à Tomblaine à l'horizon, un peu plus loin. Donc cette chose récupérée constamment, pour les mêmes raisons à peu près, bien entendu, fabrique un paysage qui en plus est mythique et connu. C'est un des plus visités par le monde, en tout cas en France pour nous. Cette dimension-là, qui est plutôt la révérence faite à un paysage que l'on emprunte au lointain et que l'on considère comme étant suffisamment prestigieux ou intéressant, qui lui aussi d'ailleurs a quelque chose à voir avec la position de l'homme dans le cosmos, puisqu'il est au niveau de la ligne d'horizon par terre, on peut dire, lui, entre le ciel et la terre, et là tout est représenté, on ne le voit pas, mais il est simplement, bien sûr, compris par ceux qui ont chez eux ce que nous appelons des paysages réduits ou des bonsaïs, mais qui en réalité sont des reconstitutions de quelque chose de vénéré, qui ne sont pas complètement dans le principe de la transfiguration. Ça, je pense que là, j'aborde un territoire qui n'est pas le mien, mais qui est celui de Philippe Descola. Mais cette image renvoie à ça, la fabrication d'un paysage, qui est la reconstitution, et même imaginaire, d'une scène où on veut dire quelque chose. On crée quand même tout un univers. Ici, c'est pris à l'île de la Réunion. Et enfin, ces dernières images qui montrent à la fois la vision, la conscience que l'on a du monde et de sa création, et l'installation du mythe sur ce lieu, à quel point ça fabrique paysage ou ça préserve paysage, parce que la question de la sacralité va aussi avec la préservation dans certaines régions du monde. À Madagascar, c'est comme ça, mais à Bali aussi. Cette image-là, je l'avais commentée, le serpent Ntaboga sur le socle de la tortue, qui est la chose la plus solide, et qui est la terre, donne vie à cette espèce de socle, la tortue cosmophore dans ces civilisations, et c'est antérieur à l'arrivée des civilisations qui sont vers le XIe siècle, là-bas en l'occurrence à Bali, qui sont indo-bouddhistes, et ça donne lieu à même des mises en scène qui reprennent complètement ça. Ce que l'on voit ici horizontalement, qui sert de socle, c'est la carapace de la tortue avec ses pattes, sa tête, etc. Et derrière, cette montagne qui est une porte, en fait, ça renvoie exactement au mont Agung. Là-bas, ça pourrait être d'autres monts, comme ceux que l'on trouve au sud de l'Inde, et qui est le territoire des dieux. Et là, ce paysage-là, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le toucher, il est préservé, et même s'il y avait dessus l'espoir d'y faire quelque chose qui, sur le plan de l'économie, serait avantageux, il y aurait énormément de résistance pour les raisons qui sont celles du respect de ce lieu en tant que paysage. Voilà la dernière image de cette courte introduction, qui est un hôtel qui reprend globalement le profil du territoire que l'on voit dans le fond et qui est un mont sacré. Alors maintenant, je vais passer la parole à... Nous allons parler dans cet ordre-là, Frédéric Pouzin, Gilles Tiberghien et Philippe Descola. Ensuite, je propose que nous échangions nos points de vue sur ce que les uns et les autres ont dit, puis que vous, je l'espère, vous aurez la possibilité de prendre la parole si vous le désirez.